Donc, allô, rebonjour à tous. Monsieur Yoda, vous me recevez? Je vous reçois. Evelyne, tu me reçois? Oui, je vous entends bien. OK. D'accord. Donc, je tenais encore à remercier tous les participants qui ont pu se connecter en ce moment. Il y en a qui vont continuer de nous prendre en cours. Et nous avons l'habitude, Agili a l'habitude d'organiser des webinaires concernant la sécurité, le cloud et tout. Aujourd'hui, notre particularité, c'est que nous sommes en collaboration avec l'agence Côte d'Ivoire PME. Donc, nous avons M. Yoda Mamadou avec nous. Il est, je vais dire, le directeur de l'accompagnement conseil du climat des affaires de l'agence Côte d'Ivoire PME. Donc, je vais laisser la parole à M. Mamadou Yoda qui va nous introduire le panéliste de ce jour. Merci encore à tous et à tout à l'heure pour les questions. Merci à Evelyne, merci au directeur général, M. Gérard Conan, merci à Agili, à l'ensemble du personnel. L'agence Côte d'Ivoire PME, par l'intermédiaire de son directeur général, remercie effectivement Agili pour cette collaboration qui, je pense, va être un départ sur différents actes de collaboration. OK. À la faveur du mois d'octobre, dénommé très souvent le cybermois, Agili organise ce webinaire sur la thématique de comprendre les cyber-risques pour les PME et comment les prévenir. Une cyberattaque ou cyber-risque est une atteinte à des systèmes informatiques réalisée dans un but en général malveillant. Elle cite différents dispositifs informatiques. Ça peut être des ordinateurs, des serveurs isolés ou en réseau, reliés ou non à Internet, des équipements périphériques tels que les imprimantes ou encore les appareils communicants ou les téléphones mobiles, les smartphones ou les tablettes. Donc, les conséquences sont diverses, affectant directement ou indirectement les particuliers, les administrations et les entreprises. Ça peut aller à l'atteinte à l'image, à l'espionnage et au sabotage. Dans une étude récente du Bureau international du travail, la demande effectivement de profils de compétences en cybersécurité est en hausse, particulièrement en Côte d'Ivoire, à la faveur effectivement des aspects de télétravail que nous avons initiés. Donc, que ce soit les PME, les grandes entreprises, à la faveur de la crise Covid, nous avons été plus ou moins obligés effectivement de faire le télétravail et donc du coup d'augmenter les risques d'exposition. Pour répondre à la question comment comprendre les cyber-risques pour les PME et comment les prévenir, nous avons le directeur général de Agili, M. Gérard Conan, qui va répondre à cette question. M. Gérard Conan est un professionnel multidisciplinaire, parfaitement bilingue, entrepreneur. Il est le DG de CEO, consultant et coach, également très souvent pour l'agence Côte d'Ivoire PME aussi, dans le cadre où très souvent nous le sollicitons. Il est passionné des technologies digitales. Gérard Conan, le directeur général d'Agili, une entreprise partenaire de géants informatiques que sont Microsoft, IBM, Checkpoint, Kaspersky, Acronis, Oracle et bien d'autres. Il est par ailleurs membre du GOTIC, le groupement ivoirien des opérateurs de TIC, au niveau de la CGCI. Il est également architecte de solutions IT, expert cloud et cybersécurité certifié CISSP. M. Gérard Conan est diplômé de l'ESCA, l'école de commerce de l'IMPHB de Yamoussoukro, en option marketing, communication et vente depuis 2000. Il a également différents certificats de l'Université de Brighton au Royaume-Uni, de EM Lyon également sur les questions de l'entrepreneuriat pour tous. Donc, nous allons laisser M. Gérard, qui effectivement est un expert qualifié, nous faire rapidement un exposé. Je pense après l'exposé, nous allons permettre aux participants de poser un certain nombre de questions que M. Gérard, effectivement, va se plier à l'exercice de répondre à ces différentes questions. Et après, nous allons permettre à Agili de clôturer effectivement ce webinaire. Donc, M. Gérard, si vous êtes en ligne, vous avez la parole. OK. Merci, Amadou. Merci beaucoup pour cette belle introduction. Merci à tous les participants. Et donc, on va essayer aujourd'hui d'aborder cette question-là. La particularité, comme l'a dit
Evelyne, de ce webinaire, c'est qu'on, contrairement à ce qu'on fait d'habitude, où on aborde souvent des sujets avec des langages assez techniques, on va s'efforcer, même si ça ne sera pas évident, d'avoir un discours assez simple pour permettre à tout le monde de comprendre et surtout permettre à chacun de sortir de ce webinaire avec des résolutions et puis des démarches assez précises pour faire face aux menaces qui planent sur toutes les entreprises. Donc, le plan, je ne vais pas m'y attarder, mais on aura une petite introduction et on abordera ensuite, on va dire, les approches de sécurité simples avec les 5 points qui sont énumérés là, faire l'inventaire ou savoir ce que vous avez, aller au-delà des mots de passe simples, empêcher l'hameçonnage, la sauvegarde des données et enfin, la protection de votre réputation. Donc, on attaque avec l'introduction pour essayer de répondre à cette question, qu'est-ce que les cyber-risques? Alors, ce sont tous les risques, Mamadou en a parlé en introduction, qui peuvent, on va dire, occasionner des pertes ou des défaillances au niveau d'une entreprise, des pertes financières, des perturbations commerciales, bloquer l'activité de vente, par exemple, d'une entreprise, ou même, pourquoi pas, des conséquences juridiques et également des conséquences en matière de responsabilité pénale ou civile de l'entreprise. Il y a aussi toutes ces conséquences liées à la réputation de l'entreprise qui peuvent aussi être envisagées. Alors, les risques proviennent de plusieurs sources. Elles viennent potentiellement des informations sur la fraude en ligne qui vont faciliter en fait le travail des pirates. Elles viennent également des vecteurs d'attaque, donc qui aujourd'hui sont en forte augmentation compte tenu du fait qu'aujourd'hui, tous les systèmes d'information sont hyper connectés, sont tous connectés à Internet et qu'aujourd'hui, on manipule de plus en plus de volumes de données sur Internet. Les criminels sont aussi également la principale source de ces risques-là, simplement parce qu'ils ont un intérêt monétaire en volant et en vendant des données. Ils ont également un intérêt en demandant des rançons contre des données qu'ils auront prises en otage. Donc, on pourra aborder toutes ces questions un peu plus en détail plus tard. Alors, qui sont les cyberattaquants qui sont la principale source de ces risques qu'on a évoqués tantôt? On va les classer en 4 grandes catégories. Ceux qu'on appelle les script kiddies, ce sont des jeunes, des adolescents qui hackent ou qui piratent pour s'amuser. Ils n'ont pas souvent l'intention de nuire, ils le font pour démontrer leur capacité auprès de leurs amis. Il y a également les attaquants qui sont motivés financièrement, dont le but est de gagner de l'argent. Donc, faire des cyberattaques organisées ou créer des cybergangs, c'est leur métier. Ils créent des entreprises, ils ont leur écosystème, ils ont leur financier, ils ont différentes fonctions dans les entreprises et ce phénomène a également été à l'origine de la hausse des cyberattaques mondiales. Ensuite, il y en a d'autres qui sont les activistes, donc qui le font ou qui attaquent des sites ou réalisent des cyberattaques pour des raisons plus politiques ou publicitaires, pour défendre des causes. Et enfin, il y a des États-nations. Aujourd'hui, de plus en plus de pays dans le monde, on cite souvent la Corée du Nord, on cite souvent la Russie ou la Chine et même parfois les États-Unis, peuvent organiser des activités cybercriminelles pour contrôler des infrastructures, financer des activités ou même mener des cyberguerres. Alors, comment est-ce qu'ils agissent? En général, les pirates ou les cybermalfaiteurs vont utiliser des portes dérobées, des failles que nous laissons dans nos systèmes d'information et essayer de passer par ces moyens pour pouvoir s'introduire dans les réseaux. Il laisse également des choses dans des messages de phishing, des emails qui sont envoyés. On verra après c'est quoi le phishing. Il profite des failles, des vulnérabilités, des logiciels malveillants, des virus, comme on dit dans le langage courant, et ils peuvent également profiter de la complaisance des employés ou de leur manque de vigilance qui peut également être à l'origine de ce qu'on appelle des menaces internes. Ce qui est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, il est très facile pour n'importe qui de devenir pirate.
sans forcément avoir de grandes compétences en informatique ou en technologie. La plupart des outils, même les plus puissants, sont en vente ou en location libre sur Internet. La plupart du temps sur le dark web, mais également en clair sur des réseaux publics ou sur des plateformes de messagerie collaborative. Alors, les chiffres qui sont là montrent un peu l'ampleur du phénomène des cyberattaques concernant les PME. On a tenu à insister sur la question concernant les PME simplement parce qu'aujourd'hui, toutes les grandes entreprises ont globalement pris conscience des risques liés à la cybercriminalité et ont les moyens de se protéger vis-à-vis de ces risques-là, pour des raisons réglementaires, de conformité, etc. Mais pour les PME, ce n'est pas le cas. La plupart de ces entreprises sont donc toutes vulnérables et ce n'est pas un phénomène qui est purement ivoirien. Il est également présent dans le monde entier, aux États-Unis ou en Angleterre. Vous voyez que quasiment 100% de toutes les petites et moyennes entreprises ont subi des attaques dans les années qui ont précédé et ces chiffres sont à la hausse. Donc, 30% globalement des attaques ou des violations de données qui sont subtilisées et mises en vente en 2020 sont liées à des petites et moyennes entreprises. Et ces attaques coûtent extrêmement cher. Parfois, on a du mal à les mesurer, mais la moyenne est de $200 000 de ce que ça coûte pour réparer une attaque et y faire face. Donc, on va maintenant aborder les 5 points dont on a parlé. Ces 5 points essayent de résumer dans une démarche assez simple, mais qui se veut très efficace, de couvrir les principaux risques et les principales menaces auxquelles les entreprises font face. Donc, on essaiera de mettre en parallèle les risques et les mesures. Donc, la première catégorie, c'est la mise à jour des défenses. Donc, pour pouvoir mettre à jour ces défenses, dans ce premier chapitre, on va commencer par un point qui est très essentiel. Il y a un adage anglais qui dit « You can't protect what you can't see », c'est-à-dire que vous ne pouvez pas protéger ce que vous ne savez pas que vous possédez. Donc, il est important, avant de commencer à sécuriser ou à protéger son système d'information, même dans le cas d'une PME, il est très important de faire un inventaire, de savoir quels sont les équipements que nous possédons, quels sont les logiciels que nous possédons, qui et quoi, c'est-à-dire quel appareil se connecte à notre réseau et enfin, qui se connecte à Internet ou qu'est-ce qui se connecte à Internet. Donc, cet inventaire doit couvrir les ordinateurs, les tablettes, les serveurs, les comptes, les téléphones, les smartphones, les imprimantes, etc. Mais également tout autre équipement ou dispositif qu'on a tendance à oublier et à ignorer, notamment les appareils connectés. Il y a aujourd'hui des frigos connectés, il y a des caméras connectées. Tous ces équipements ont besoin d'être inventoriés. Les anciens comptes, les employés qui sont partis, dont on a oublié de supprimer les accès, les logiciels qui ne sont plus utilisés ou qui sont obsolètes, les systèmes de vidéoconférence, les équipements qui sont également obsolètes, mais qui restent toujours connectés à notre réseau. Et enfin, les accès tiers, c'est-à-dire tous les partenaires extérieurs qui accèdent à notre système d'information, quel que soit l'endroit. Par exemple, celui qui administre notre site web, celui qui gère notre nom de domaine, celui qui vient faire la maintenance informatique de l'entreprise. Quelles sont ces personnes-là? Il est important de les connaître et pour au final réussir à faire un inventaire le plus exhaustif possible de ces équipements et de ces ressources. Il faut également bien identifier qui a besoin d'accéder au système d'information, au système de données de l'entreprise habituellement et accorder justement les accès en conséquence. Il ne faut pas donner plus de privilèges qu'il n'en faut à des personnes. Et il faut bien faire la distinction entre ceux qui ont des accès dits privilégiés, notamment des administrateurs, et enfin ceux qui sont simplement des utilisateurs et ceux qui n'ont droit à aucun accès dans l'entreprise. Donc, les dommages potentiels ou les sources de risque, ce sont les menaces internes, c'est les risques liés également à la segmentation des réseaux. Quand on parle de menaces internes, ce sont les employés qui peuvent mener des actions délibérées, des employés qui peuvent également être victimes de chantage pour pouvoir exfiltrer
volontairement des données, enfin, par la force des données, ou victimes simplement de corruption. L'ouverture d'un email de phishing peut également avoir des conséquences désastreuses depuis l'intérieur de l'entreprise. La suppression ou la corruption accidentelle de données, individu qui tombe, une machine qui subit un choc, tout ça peut également être considéré comme un risque de sécurité qui va impacter le fonctionnement de l'entreprise. Les risques liés à la segmentation réseau, notamment l'accès des équipements non autorisés dans le réseau que les employés peuvent ramener, ça également peut être un facteur de risque. Et enfin, les accès tiers, j'en ai parlé. Certains partenaires, certains fournisseurs peuvent venir introduire délibérément ou involontairement des virus ou des malwares dans le réseau. L'exemple banal de quelqu'un qui vient pour faire de la maintenance dans une entreprise et qui vient avec un PC qui est bourré de virus, dès qu'il se connecte, ou même une clé pour installer un logiciel, il peut répandre des virus à l'insu de l'entreprise. Donc, les mises à jour sont très importantes parce que la plupart des attaques de cybersécurité, les cybercriminels ont l'habitude d'aller rechercher les failles ou les vulnérabilités sur les systèmes qui sont connus. Aujourd'hui, si vous allez chercher sur Internet pour savoir c'est quoi les failles connues sur Word, sur Excel, sur Windows ou sur les Mac, vous allez les voir. Elles sont toutes affichées et visibles. Et très facilement, ils savent trouver les moyens pour pouvoir contourner ces failles-là et s'introduire dans des systèmes. Et donc, c'est la raison pour laquelle il est primordial de mettre à jour les logiciels et les systèmes, de les garder continuellement à jour. Mettre à jour, ça veut dire certainement que vous avez déjà vu une invitation de votre machine Windows à l'ouverture pour dire, bon, voilà, monsieur, cliquez ici pour mettre à jour les derniers correctifs, les derniers patchs. Il faut toujours accepter et même surtout configurer les systèmes de l'entreprise pour que ces correctifs-là ou ces patchs puissent s'appliquer automatiquement. Aujourd'hui, la plupart des équipements, que ce soit Windows ou Mac, proposent cette option de faire des mises à jour automatiques. Et c'est aussi valable dans les logiciels que dans les équipements mobiles comme les smartphones ou les tablettes. Donc, je l'ai dit tantôt, il faut mettre à jour automatiquement les systèmes, il faut les paramétrer pour qu'ils se mettent à jour automatiquement, que ce soit les logiciels ou les systèmes d'exploitation. Et surtout, il faut se débarrasser de ceux dont on n'a plus besoin. Donc, après l'inventaire qui a précédé, si on a des logiciels qui ne sont pas utilisés et qui sont sur des machines, il faut les désinstaller. S'il y a des équipements qui sont en fin de vie, donc qui ne sont plus supportés par les éditeurs, il faut les sortir du réseau parce qu'ils peuvent également représenter des failles facilement exploitables. Une autre manière de mettre à niveau ces défenses, c'est le chiffrement des données, mais surtout au niveau des sites web. Voilà, les sites web des entreprises, même pour des PME, doivent être, on va dire, sécurisés avec ce qu'on appelle le HTTPS. Vous demandez à n'importe quel informaticien webmaster, il devrait pouvoir le faire pour vous. C'est très important. Parfois, on se dit, il n'y a rien d'important sur mon site, mais une attaque, par exemple, comme ce qu'on appelle le défacement, peut nuire à la réputation d'une entreprise puisque vos visiteurs tapent votre nom et ils arrivent sur un site qui affiche une autre information que la vôtre, ou même des gens peuvent distribuer des malwares à vos visiteurs à votre insu, et ça peut se retourner contre vous. Et il y a surtout de plus en plus de sites qui sont exploités pour mener d'autres attaques. C'est-à-dire que votre site qui est mal protégé peut servir de base pour pouvoir attaquer d'autres entreprises parce que les pirates auront réussi à s'introduire là-dedans. Et donc, c'est pour cela qu'il faut s'assurer que les données du site sont cryptées et surtout protéger également les données de vos visiteurs ou de vos clients. Donc, les clients se rendent sur votre site, ils remplissent un formulaire. Ce que vous avez comme devoir, c'est de protéger ces informations qui sont des informations à caractère personnel, et ne pas protéger le site peut avoir des conséquences assez graves. Pour résumer, il faut savoir ce que vous avez, donc faire un inventaire de vos équipements, de vos logiciels, des comptes donc de vos utilisateurs,
et assurez-vous que tous les logiciels que vous avez dans votre système sont patchés, c'est-à-dire mis à jour, OK, et configurez également la mise à jour automatique des systèmes, notamment les systèmes d'exploitation. Et enfin, il faut identifier avec précision tous les tiers, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas d'entreprise, mais qui peuvent accéder à vos équipements, que ce soit à distance ou sur site. Donc, le deuxième volet très important, c'est les mots de passe. OK? On a tous tendance à avoir certaines habitudes par rapport aux mots de passe. Soit ils sont simples, soit ils sont réutilisés d'un système à un autre. Donc, on va voir ensemble pourquoi ce point est très important. Les pirates utilisent très souvent le nom d'utilisateur, le mot de passe pour accéder à un compte, pour accéder à un réseau, en se faisant passer pour quelqu'un qui a ces droits-là. Aujourd'hui, il est très facile pour un hacker, quel que soit son niveau, de casser ou de déchiffrer un mot de passe pour s'introduire dans un réseau. Ça peut être un système de vidéosurveillance, ça peut être un site web, ça peut être un réseau, ça peut être une application en ligne ou simplement votre compte de messagerie. Aujourd'hui, il existe des systèmes qui peuvent les casser si les mots de passe sont faibles. C'est pour ça que le mot de passe doit être long. Il doit avoir en plus un certain nombre de protections supplémentaires comme l'authentification à double facteur qu'on va voir sur la slide suivante. Donc, si vous utilisez le même mot de passe pour plusieurs comptes, il faut savoir que vous êtes en train d'utiliser la même clé ou la même serrure pour fermer plusieurs portes. Donc, dès l'instant où l'attaquant aura accédé au premier compte, il n'aura qu'à réutiliser les mêmes identifiants sur tous les autres comptes et il aura accès à l'ensemble de vos comptes et de vos services. Donc, c'est parfaitement vrai pour les réseaux sociaux. Beaucoup de gens utilisent leur compte professionnel pour créer des comptes Facebook ou Twitter ou LinkedIn. Mais dès l'instant où votre compte Facebook est piraté, parce que quelqu'un a réussi à récupérer le mot de passe et le nom d'utilisateur, il peut réutiliser les mêmes accès sur votre plateforme de messagerie parce qu'il aura deviné ce que vous utilisez. Les mots de passe peuvent être cassés. Donc, on a un jargon ici qui est craqué. Ils peuvent être craqués très facilement et il y a toute une pléthore de techniques qui sont utilisées. Je ne veux pas les expliquer toutes pour ne pas faire long, mais il y a la force brute. C'est comme si on force l'accès à une porte en la cassant ou en détruisant la serrure. Ici, la solution pour contrer cela, c'est que le mot de passe soit complexe ou que ce soit carrément une phrase de passe et qu'il soit long et qu'il ait des caractères spéciaux. L'attaque du dictionnaire, c'est une forme d'attaque de force brute qui va utiliser des mots courants pour pouvoir essayer de s'introduire dans le réseau. Votre mot de passe doit être mémorable parce que vous devez pouvoir vous en souvenir sans l'écrire quelque part, mais ce n'est pas une raison pour qu'il soit constitué de mots qui peuvent être attachés à vous. Parce que celui qui fait une petite enquête sur vous sur les réseaux sociaux, il peut savoir comment s'appellent vos enfants, il peut deviner où est-ce que vous travaillez, où est-ce que vous êtes né. Et dans ces cas-là, en utilisant l'approche dictionnaire, il peut réussir à s'introduire dans votre compte. Il y a également le remplissage d'identifiants. Comme je l'ai expliqué tantôt, il suffit de compromettre un compte et que l'attaquant se serve des mêmes accès pour se connecter à d'autres comptes. Donc, c'est pour cela qu'il faut avoir un mot de passe différent pour chaque compte que vous avez. L'ingénierie sociale, où on peut également tromper une personne, l'induire en erreur à travers un mail de phishing ou de vishing. On va voir les différentes variantes de ce type d'attaque pour pouvoir récupérer un mot de passe à votre insu. La devinette manuelle qui permet à un pirate de récupérer des informations et puis de s'en servir à travers ce qu'il peut avoir comme information sur vous, sur Internet, sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'il faut éviter d'utiliser les informations personnelles dans vos mots de passe. Il y a également le surf à l'épaule. Quelqu'un peut très bien être en train de vous surveiller quand vous êtes en train de saisir votre mot de passe dans un lieu public, restaurant, hôtel, dans les transports, et à ce moment-là, deviner votre identifiant, votre mot de passe et aller le réutiliser. Il y a même certains qui utilisent les caméras de vidéosurveillance qui sont derrière vous
pour deviner quand vous êtes en train de saisir vos identifiants sur un clavier. Et donc, tout cela, il est très important de l'avoir à l'esprit en surveillant toujours derrière vous ou ce qu'il y a comme dispositif de caméra dans les environs quand vous vous apprêtez à accéder à un de vos comptes. Il y a l'interception. On a parlé de HTTPS tout à l'heure. Assurez-vous quand vous saisissez votre mot de passe sur un compte qui est légitime que vous avez bien le petit cadenas. Et s'il n'y en a pas, méfiez-vous ou simplement évitez d'entrer des identifiants dans un tel site. Attention, avoir le cadenas ou HTTPS ne signifie pas que le site que vous êtes en train de visiter est le site authentique. Il confirme juste que les données sont cryptées. Donc, les pirates peuvent quand même, malgré le HTTPS, présenter des sites malveillants avec le HTTPS. Donc, c'est une condition nécessaire, mais elle n'est pas suffisante pour vous faire confiance à un site sur lequel vous allez rentrer des informations. Donc, pour conclure sur ce chapitre, vos mots de passe doivent être forts. Il faut, comme on parle aux entrepreneurs ou aux patrons de PME, mettre en place des politiques à l'échelle de votre entreprise pour que tous les employés respectent ces consignes. Il ne faut pas utiliser d'informations qui permettent de vous identifier, date d'anniversaire, date de naissance, etc. Il faut également utiliser des mots de passe différents pour chaque compte et parfois vous servir de gestionnaire de mots de passe. Donc, cette plateforme permet à ceux qui souhaitent, les plus curieux, d'aller voir si un de leurs comptes a été compromis sur n'importe quelle plateforme. Et si c'est le cas, vous avez simplement à modifier votre mot de passe et surtout, assurez-vous que vos mots de passe sont uniques sur tous les comptes. Une autre manière de renforcer la sécurité de vos comptes, c'est l'authentification à double facteur. Donc, ça va dépendre des plateformes, mais l'idée, c'est qu'en plus de votre mot de passe, on va vous exiger un deuxième élément, un deuxième, on va dire, facteur d'authentification, quelque chose que vous avez, comme par exemple un token qui vient de Google Authenticator, de RSA, etc., un SMS qui vous parvient et dans lequel vous allez devoir récupérer un code additionnel pour accéder à votre compte ou une empreinte digitale. Et tous ces éléments, il faut arriver à les activer dans la plupart des systèmes que vous utilisez. Donc, ça permet l'authentification à double facteur ou l'authentification multifacteur permet d'assurer que votre mot de passe est vraiment, enfin, l'accès à votre compte est vraiment sécurisé. Assurez-vous que vos mots de passe sont forts et uniques. Vérifiez, comme on l'a dit dans le lien de Have I Been Proud, vérifiez si vos comptes actuels n'ont pas déjà été compromis et surtout, assurez-vous que vos appareils qui sont accessibles à distance, les routeurs, les caméras IP, que les mots de passe par défaut admin ont été retirés et modifiés. Donc, un autre chapitre important, c'est l'hameçonnage. Donc, l'hameçonnage est aujourd'hui, j'ai envie de dire, le vecteur d'attaque le plus important ou un facteur présent dans la grande majorité des attaques qui sont menées aujourd'hui sur les entreprises. 80% des cyberattaques commencent par un mail de phishing. Donc, ce n'est pas le phishing qui va causer les dégâts, mais ce qui va causer les dégâts va souvent commencer par un phishing. Et donc, les mails de phishing ne sont pas faciles à repérer. Donc, il faut toujours vous poser la question de savoir si celui qui vous écrit est quelqu'un que vous connaissez. Parfois, le mail semble authentique, avec le même logo, la même adresse, le même format, mais un petit élément peut faire la différence. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très vigilant. Souvent, ces mails viennent avec un sentiment d'urgence où on veut vous inciter à agir vite, à réagir dans l'urgence. Et souvent, c'est des choses qui sont liées à un travail que vous avez déjà fait ou à votre travail. Il faut également, il y a également des cas où l'attaque de phishing est précédée d'une enquête sur vous pour pouvoir avoir des informations vous concernant en ligne, sur Internet ou même au niveau de votre entreprise. Donc, les attaquants feront tout pour paraître authentiques
alléchants. Ils sont très bons pour cela et c'est pour cela qu'il faut être très, très vigilant. Quelques définitions. Il y a différents types de phishing. Il y a le phishing non ciblé qui s'apparente à une chasse, à une pêche au filet. Donc, c'est des phishing qui sont massifs, lancés de façon globale pour cibler plusieurs personnes. Il y a des phishing qui sont ciblés, donc qui vont ressembler plus à une pêche à la canne, où l'attaquant va se concentrer sur une ou deux personnes bien particulières. On a des entreprises pour qui on travaille, des PME, où les patrons sont systématiquement ciblés chaque jour par des dizaines et des centaines de mails de phishing qui, Dieu merci, sont bloqués. Il y a également la pêche à la baleine, qui est en fait des attaques qui sont très bien ciblées, très bien organisées et qui vont viser à attraper un gros poisson, c'est-à-dire le grand patron ou un PDG de l'entreprise. Le phishing a également des variantes. Il peut passer par le SMS, donc on parle de smishing. Il peut passer par également l'appel vocal, donc on parlera dans ce cas-là de vishing. Le phishing peut causer beaucoup de dégâts. Donc, il peut être la source qui permettra d'installer une porte dérobée dans votre réseau et donc permettre à l'attaquant de revenir plus tard pour réaliser d'autres dégâts. Il peut être l'origine d'une campagne de phishing à vos contacts. Donc, l'attaquant s'introduit dans votre réseau et ensuite, il prend le contrôle de votre boîte email et il renvoie maintenant une quantité de mails parfois malveillants à vos contacts. C'est également parfois la source des campagnes de ransomware où, à partir du mail ou du fichier qui a été téléchargé, l'attaquant peut prendre en otage des données et demander une rançon. Ça peut être aussi le moyen d'installer un keylogger. Un keylogger, c'est un virus qui va enregistrer toutes les frappes au clavier, donc faciliter l'espionnage et prendre d'autres renseignements pour perpétrer des fraudes. Ça peut être également le moyen pour changer les détails bancaires, donc détourner un paiement que vous attendez vers un autre compte. Et pareil également pour les contacts. Si quelqu'un doit vous appeler pour confirmer une transaction, celui qui a pris le contrôle de votre email peut envoyer un mail à votre banque pour dire désormais, contactez-moi à telle adresse pour les vérifications de chèques, par exemple. Et tout ça aura été démarré à partir d'une campagne d'hameçonnage ou de phishing. Donc, il faut toujours éviter d'interagir avec des mails suspects. Les employés doivent être sensibilisés à cela et puis vérifier 2 fois les demandes que vous recevez en ce qui concerne vos identifiants. Donc, on estime que 2 tiers des PME ont subi une attaque pendant les 12 derniers mois et dans le monde, le coût des logiciels malveillants. Donc, quand on parle du coût, c'est le coût des rançons, le coût des réparations par rapport aux dégâts causés est d'à peu près 2000 milliards de dollars par an. Donc, c'est vous donner une idée des conséquences que ce type d'attaque-là peut avoir sur une entreprise. Alors, pour pouvoir contrer tout cela, il est très important d'aller un peu au-delà de la sécurité informatique pour mettre en place des procédures. Il faut mettre en place des procédures pour éviter, par exemple, le détournement de mandat ou le détournement de paiement. Les pirates peuvent s'immiscer dans des conversations d'email et vous induire en erreur pour se substituer à un de vos fournisseurs. Il existe de nombreux cas ici où des entreprises sont allées payer des marchandises auprès de certaines sociétés qui étaient juste des sociétés fantômes et se faisaient passer par les vrais fournisseurs que l'entreprise voulait joindre. Et tout ça a commencé à partir de mails. Donc, pour pouvoir aller au bout de certaines transactions, il faut toujours téléphoner au contact, à la personne avec qui on a l'habitude de travailler pour vérifier que les coordonnées qu'on a reçues sont les bonnes. Si un de vos fournisseurs vous dit, écoute, voilà mes nouvelles coordonnées bancaires, il faut l'appeler et parler avec lui au téléphone pour savoir si c'est vraiment lui qui vous a demandé de modifier ses coordonnées bancaires. Il y a également la fraude au PDG où quelqu'un se fait passer pour le grand patron de l'entreprise ou une personne autorisée de très haut niveau et va venir demander à une personne dans l'intérieur de l'entreprise d'effectuer un paiement ou de réaliser une action au nom de ce grand patron. Ça peut être des SMS, ça peut être des appels vocaux. Aujourd'hui, tous les moyens existent pour usurper le numéro de téléphone de quelqu'un, pour usurper son adresse email
et même pour usurper sa voix ou son numéro de mobile. Et c'est pour cela qu'il est très important également dans les procédures, quand on a des procédures en place, s'efforcer de les respecter, même si le grand patron a donné une instruction d'urgence, il faut respecter la procédure habituelle pour pouvoir réaliser l'opération qui a été demandée. Et généralement, on se rendra compte que c'est une fraude parce qu'on aura mis en place des procédures de vérification tout le long du parcours. Il y a également les attaques de compromission de courrier d'entreprise qu'on appelle BEC. On va revenir sur les DMARC après, mais le DMARC, c'est un petit exercice de protection de votre nom de domaine, pour ne pas rentrer dans les thèmes trop techniques pour l'instant, mais le DMARC permet d'empêcher la compromission ou la plupart des attaques d'email et donc d'empêcher l'usurpation d'identité par des tiers. Un autre élément important qui permet de prévenir le phishing, c'est les antivirus. Aujourd'hui, il y a d'autres thèmes qui sont apparus. J'ai promis ne pas faire de technique aujourd'hui, mais on parle d'anti-malware, on parle d'EDR. Donc, l'antivirus, qui est le terme le plus courant et le plus connu, permet d'identifier les virus ou les logiciels malveillants qui sont sur les ordinateurs et de les bloquer. Parfois à partir de leur signature, mais de plus en plus à partir de leur comportement. Mais si on revient sur la question des signatures, il faut que l'antivirus soit continuellement à jour parce qu'il peut arriver qu'un virus soit créé aujourd'hui et que sa signature ne soit pas connue par votre antivirus parce qu'il n'a pas effectué la dernière mise à jour ou simplement parce qu'il ne les connaît pas. Donc, il faut, si c'est un antivirus classique qu'on a, faire des mises à jour régulièrement pour être, on va dire, un peu mieux protégé et éviter ce laps de temps où on n'a pas de protection, mais surtout envisager un antivirus plus moderne qui, lui, est capable de détecter les comportements inhabituels, même si la signature du virus n'est pas encore connue. Donc, à l'attention également des dirigeants de PME, on avait pris l'habitude d'installer des antivirus individuels poste par poste, mais si on veut être sûr de pouvoir vérifier continuellement que les antivirus sont à jour, il faut envisager un antivirus avec une gestion centralisée. Donc, ensuite, il faut former les utilisateurs. Donc, ça, c'est un point très important. Nous avons un second webinaire la semaine prochaine et ça sera l'occasion de faire participer vos employés parce que cette formation leur sera directement adressée et c'est une sensibilisation sur le comportement qu'on devait avoir dans l'entreprise pour éviter justement ces cybermenaces. Enfin, sur ce chapitre, la protection des DNS. Alors, c'est un peu technique, mais il faut retenir que le DNS, c'est comme un annuaire téléphonique d'Internet. Donc, c'est une liste, une grosse liste que tous ceux qui gèrent les noms de domaine comme GoDaddy, comme Amen, comme AWS, etc., ils se partagent cette liste-là et ils enregistrent là-bas des informations pour que quand quelqu'un essaye d'accéder à votre site, on puisse savoir exactement sur quelle adresse IP ou bien sur quel numéro joindre votre site en question. Et donc, c'est un moyen très facile aussi que les pirates utilisent pour tromper les personnes de bonne foi, pour perpétrer des fraudes, réaliser des usurpations d'identité. Quelques chiffres qui font peur. Chaque jour, c'est 200 000 nouveaux noms de domaine qui sont enregistrés dans le monde et 70% d'entre eux sont destinés à des activités malveillantes. Donc, vous voyez comment c'est très, très facile d'usurper l'identité d'une entreprise à partir de son nom de domaine. Donc, pour protéger votre nom de domaine et votre DNS et même votre réseau contre ces sites qui vont essayer d'usurper l'identité des autres sites ou de vous tromper, il y a un outil très efficace qui s'appelle Quad 9 ou en anglais Quad 9, donc qui permet de bloquer les sites malveillants qui sont connus. Donc, dès l'instant où un de vos employés va recevoir, par exemple, un mail qui va tenter de l'induire en erreur, voilà, c'est votre banque, ou bien c'est Yahoo, ou c'est Facebook, changez votre mot de passe, Quad9 aura la possibilité de détecter que ce nom de domaine
est faux et qu'il essaie d'usurper l'identité d'un autre. Et à ce moment, il pourra le bloquer et empêcher vos employés d'être victimes de ce type d'attaque-là. Donc, Quad9 est présenté ici également comme un complément de l'antivirus. Okay? Quand on parle de défense en profondeur, imaginez votre maison, vous avez différents systèmes de sécurité qui sont en place. Il y a la clôture, il y a le portail, il y a la porte principale de la maison, il y a les portes des chambres. Donc, pour pouvoir atteindre une pièce, l'attaquant va devoir traverser différents obstacles. Donc, c'est ce qu'on appelle la défense en profondeur. Donc, l'antivirus qui, lui, protège les données qui sont sur la machine et Quad9 qui va protéger la navigation de votre utilisateur. Les deux fonctionnent de concert pour limiter les risques de phishing, de téléchargement de malware, d'usurpation d'identité, etc. Donc, on va résumer. Il faut vous méfier des emails, surtout provenant de sources que vous ne connaissez pas. Évitez de télécharger les pièces jointes dans ces mails-là ou de cliquer sur les liens. Vérifiez et installer des antivirus sur les téléphones et sur les ordinateurs. Formez régulièrement votre personnel. Okay? Ils ont également un rôle de gardien de votre réseau, donc ils peuvent également vous aider dans votre défense. Il faut installer Quad9 qui est gratuit, okay, sur vos appareils et également sur les routeurs, voilà, pour que l'ensemble des employés de l'entreprise soient protégés contre les URL malveillantes. Donc, le point suivant, ce sont les sauvegardes. Une sauvegarde, c'est quoi? C'est le fait de copier les données essentielles et puis de les stocker séparément. Les données sont sur votre PC, vous en faites une sauvegarde pour la mettre par exemple dans un disque et vous gardez le disque loin du sac où est votre PC. Donc, c'est ça la sauvegarde. Et en cas d'incident, comme un ransomware ou la perte des données, vous pouvez simplement aller récupérer les données qui ont été sauvegardées et venir les restaurer, c'est le terme qu'on utilise, sur la machine qui a été victime de cela. Donc, il est très, très important, hein, pour les raisons qu'on va voir maintenant, de mettre en place un système de sauvegarde. Et encore une fois, on sait qu'on est en train de parler à des PME dont les moyens sont limités. Donc, il existe des solutions à très bas coût et parfois gratuites pour réaliser toutes ces choses. Ce qui est important, c'est d'être conscient qu'il faut le faire. C'est très simple, c'est 6 points. Et c'est à vous, en tant que patron, de motiver et de mobiliser vos équipes, en particulier vos équipes informatiques, pour mettre en place ces différentes techniques-là. Alors, un temps d'arrêt peut sérieusement, on va dire, handicaper votre entreprise. Imaginez que vous n'avez plus accès à votre système informatique pendant toute une journée. Qu'est-ce que cela va occasionner comme dégâts dans votre business? Imaginez que vous avez perdu une proportion importante de vos données. Imaginez que vous n'avez plus accès à votre fichier client. Donc, vous ne pouvez pas appeler vos clients pour les recouvrer, pour les relancer pour les offres ou pour savoir à qui vous devez livrer un service. Et imaginez que vos données sont prises en otage, donc par quelqu'un qui les a cryptées et qui exige que vous lui payiez de l'argent avant de vous les restituer. Donc, ce genre de choses peut arriver pour plusieurs raisons. Les pannes, un disque dur, ça peut se gâter. Un utilisateur peut commettre une erreur. Les données peuvent être, le matériel peut être volé. Donc, si quelqu'un a pris votre PC qu'il est parti avec toutes vos données que vous n'avez pas de sauvegarde, donc imaginez un peu les conséquences. Les dommages peuvent être accidentels. Il y a également les cyberattaques. Et c'est pour ça qu'il est très, très, très important de sauvegarder les données pour pouvoir les restaurer ou les récupérer quand un incident survient. On peut sauvegarder les données hors ligne, c'est-à-dire physiquement chez soi ou sur un site à part, sur un disque dur, sur une clé USB, sur une carte mémoire. C'est important de les planifier, de les déconnecter. Ça ne sert à rien d'avoir fait une sauvegarde et de laisser le disque branché à la machine parce qu'en cas d'attaque de virus, les données du disque de sauvegarde seront également cryptées. Donc, il faut garder ces données-là séparées de l'endroit où sont vos données d'habitude. Cela présente des avantages. Aujourd'hui, la plupart des systèmes, que ce soit Windows ou Mac, ont cette possibilité
de faire des sauvegardes automatiques. Ceux qui ont des Mac, on parle de Time Machine. Avec Windows 10, il y a également cette option que vous voyez à l'écran, hein, de sauvegarde automatique dans Windows. L'inconvénient, c'est que avant que la sauvegarde ne puisse se faire, vous devez brancher le disque à votre appareil. Et ensuite, il faut toujours séparer, hein, les données en termes d'emplacement physique, parce que sinon, s'il y a un incident sur votre site principal, le disque de sauvegarde peut être également impacté. Et enfin, l'inconvénient, c'est que l'espace de stockage sur un disque peut être limité. Donc, quand il est plein, vous n'avez plus de place pour faire d'autres sauvegardes. L'autre manière de sauvegarder, c'est de sauvegarder en ligne, donc d'utiliser le cloud pour stocker vos données. L'avantage, c'est que les données seront à distance. Vous êtes protégé contre les pertes parce que c'est très rare que les données soient perdues ou volées. Il n'y a pas de risque de panne dans le cloud ou de destruction de données. Et vous pouvez paramétrer pour que la sauvegarde se fasse automatiquement. Vous n'avez pas besoin d'être à côté avec un disque pour être sûr que les données sont sauvegardées. Il suffit que la machine soit connectée à Internet. Donc, c'est un des inconvénients. Le coût également de la location peut être assez élevé parce que ça dépend de la taille des données que vous stockez. C'est pour ça qu'il faut sauvegarder que ce qui est essentiel. Et puis, si vous avez des logiciels malveillants sur votre machine et que vous les envoyez automatiquement dans le cloud, les fichiers malveillants iront également dans le cloud. Donc, c'est un des inconvénients de la sauvegarde à distance. Donc, quand on parle de sauvegarde et qu'on pense aux menaces, on pense tout de suite au ransomware. Ce sont ces attaques qui vont bloquer votre système d'information, qui vont crypter les données et vous réclamer une rançon en Bitcoin en général. Et l'un des meilleurs moyens pour se protéger contre les ransomware, c'est surtout empêcher l'exploitation des failles en mettant à jour les correctifs, les mises à jour, avec également les antivirus qui sont récents, mais surtout, une fois que vous avez une attaque que vous n'avez pas pu l'empêcher, c'est la sauvegarde que vous avez effectuée qui vous permettra de restaurer vos données et vous empêcher de payer la rançon qu'on vous réclame. Voilà. Toutes les entreprises qui se permettent de ne pas payer des rançons, c'est généralement parce qu'elles ont pu faire des sauvegardes et que l'attaque n'a pas pu être empêchée, mais ils ont une sauvegarde qui leur permet de restaurer les données sur les machines qui ont été compromises. Alors, attention, aujourd'hui, les ransomware, au-delà des données qui sont bloquées, ont tendance également à réclamer, enfin à menacer de divulguer des données qui sont confidentielles. Donc, au-delà de tout, il faut plutôt prévenir que de chercher à guérir. Mais c'est important, la sauvegarde, pour pouvoir restaurer les données. Alors, on aborde le dernier chapitre, qui est la protection de vos emails et de votre réputation. Donc, vos emails sont très liés à votre réputation et on va voir pourquoi. Donc, le premier danger ici, c'est le ransomware. Le ransomware peut entraîner, l'hameçonnage, le phishing. Le phishing peut entraîner le ransomware ou la propagation d'autres virus ou malware dans le réseau. L'hameçonnage peut être l'origine de la fraude, des fausses demandes de virement, des fausses demandes de paiement à des fournisseurs qui sont fictifs ou avec des identités usurpées. Ça peut être aussi l'origine du vol de données. Et le phishing, on l'a vu plus haut, est difficile à détecter parce qu'on a l'impression qu'il vient d'une source légitime. L'email de la personne a été usurpé à son insu. Vous recevez un mail qui porte le nom d'un expéditeur. C'est l'adresse email que vous avez l'habitude de voir, mais vous ne savez pas comment le pirate a fait pour vous écrire à partir de son adresse. Et ça, c'est vraiment très, très perturbant comme situation et c'est pour cela qu'on parle de la protection de la messagerie. Voilà. Et ça peut arriver simplement parce que le pirate a copié votre logo, il a copié votre identité, il a changé vos coordonnées bancaires et a écrit à votre client pour demander de le payer lui en se faisant passer pour vous. Il a même changé le numéro de téléphone dans votre signature et globalement, dans tout ça, on se demande, mais comment est-ce que nos clients
feront pour savoir que ce n'est pas moi? Comment est-ce que les fournisseurs feront pour savoir que ce n'est pas un de mes employés qui lui a écrit? Et tout ça peut arriver, OK, lorsque on est victime d'une attaque de compromission de courrier électronique. Voilà. On parle souvent de BEC, Business Email Compromission, ou de EAC, Enterprise Email Account Compromission. Donc, soit c'est la messagerie globale de l'entreprise qui est compromise, soit c'est la messagerie d'un employé qui est compromis. Et dans tous les cas, cela permet d'usurper les comptes de messagerie ou les comptes web, d'envoyer des mails de phishing ciblés à partir d'un compte qui a été compromis, ou même pourquoi pas de déployer des logiciels malveillants. Donc, je passe rapidement sur ça. Il y a différents types d'usurpation. Ici, le pirate a usurpé juste le nom. Donc, il change le nom affiché, mais il suffit de passer votre souris sur le nom affiché pour voir l'adresse réelle qui est derrière. On peut également usurper avec le vrai nom de domaine, c'est-à-dire que c'est véritablement l'adresse email de l'expéditeur et son vrai nom de domaine qui sont utilisés. Mais pour empêcher cela, c'est le DMARC qu'on va voir tout à l'heure, qui est une manière de protéger le nom de domaine pour empêcher l'usurpation de votre identité. Ensuite, il y a la similitude. Donc, cette fois-ci, le pirate va plutôt créer une adresse email qui ressemble à celle de votre entreprise en ajoutant un caractère au milieu du nom de domaine. Et la seule solution ici, c'est d'être attentif aux mails que vous avez reçus et de ne pas agir dans l'urgence et aussi, pourquoi pas, de vérifier doublement quand on a une action importante à faire ou de suivre les procédures qui sont en place dans l'entreprise. Donc, la solution, je l'ai dit, c'est le DMARC. Vous pouvez googler, il existe toute une tonne de sites ou d'articles qui expliquent comment le DMARC fonctionne et c'est très facile de le configurer, quel que soit le système de messagerie que vous utilisez. Donc, il permet de définir des politiques simples pour dire qu'est-ce qu'on fait et comment on traite les messages qui arrivent dans le système d'information. Voilà. Donc, DMARC protège votre identité, il empêche les imitateurs de se faire passer pour vous à travers un email. Il vous empêche également de recevoir des mails malveillants ou des mails des imposteurs. OK? Il améliore aussi la livraison de vos mails quand vous échangez avec des partenaires importants. S'ils ont mis la protection des marques et que vous n'avez pas fait les enregistrements qu'il faut, votre mail ne peut pas leur être délivré, ils vont les bloquer. Donc, ça augmente les chances que vos mails arrivent à destination. Il y a également des plateformes qui vous donnent une idée des tentatives de spam qui vont se produire à travers des rapports qui sont envoyés par DMARC à une adresse que vous avez indiquée. Pour que DMARC soit efficace, il faut que vous et vos correspondants soient protégés. Donc, chacun doit se faire l'avocat de DMARC en parlant à ses correspondants, en faisant passer le mot pour que tout le monde puisse mettre en place cette protection au niveau des noms de domaine. Donc, ce que DMARC permet de faire, c'est de définir également une politique pour dire lorsqu'un mail est reconnu comme étant malveillant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il y a 3 politiques. Il y a la politique de ne rien faire. Donc, le mail arrive dans la boîte sans être signalé. Il y a l'approche de faire la quarantaine. Donc, le mail est placé dans les messages indésirables. Et il y a la politique de rejet qui consiste à rejeter le mail dès l'instant où la vérification DMARC n'est pas passée. Voilà, donc j'ai fini. Je pense qu'on a maintenant le temps de prendre des questions, des préoccupations, demander des précisions sur des sujets bien précis. Je vais résumer à travers ces slides-là pour dire que vous avez 5 choses à faire. La première, c'est de savoir ce que vous avez et de mettre à jour vos défenses, faire l'inventaire de vos actifs, logiciels, appareils, mettez à jour vos logiciels et vos systèmes à la dernière version et puis assurez-vous que les personnes, vous savez qui a accès à votre système et contrôlez constamment
les utilisateurs qui ne font pas partie de votre entreprise, mais qui ont des accès. Ensuite, il faut aller au-delà des mots de passe simples, avoir des comptes ou des identifiants, des mots de passe qui sont complexes et qui sont surtout différents d'un compte à un autre, d'une plateforme à une autre. Il faut également envisager l'activation de l'authentification double facteur. Troisième tâche, c'est d'empêcher le phishing et les malwares. Donc, installer des antivirus sur tous les appareils, si possible avec un antivirus qui a une gestion centralisée. Former votre personnel, sensibilisez-les. Je vous l'ai dit, il y a une formation semaine prochaine pour les employés des PME sur ce même format. Et donc, il faut les inviter à s'inscrire. Il faut utiliser le filtrage de DNS pour protéger la navigation de vos utilisateurs. Quatrième tâche, gérer la sauvegarde pour pouvoir faire de la récupération en cas d'incident. Et enfin, protéger votre email et votre réputation avec le DMARC pour empêcher l'usurpation d'identité et les fraudes. C'est mon dernier mot. Tout ceci doit être considéré comme un processus cyclique et continu. Donc, chaque année, reposez-vous ces questions. Est-ce que j'ai bien fait tout cela pendant l'année écoulée ou même tous les 6 mois? Et s'il y a encore des choses qui ne sont pas faites, refaites-les, refaites-le. Si, par exemple, il y a de nouveaux équipements qui sont rentrés et qui n'ont pas été protégés, mais on est dans un cycle, on doit repartir vers ces équipements, réinstaller les antivirus. Les employés sont partis, il faut les identifier et les retirer de vos systèmes. On a changé de prestataire informatique, il faut retirer les accès de l'ancien prestataire ou modifier les mots de passe pour que l'ancien ne puisse pas accéder au système, etc., etc. Donc, sur ce, je vous remercie et je suis ouvert à vos questions. Merci beaucoup, Evelyne. Je ne sais pas comment est-ce que ça se passe, mais je voudrais déjà remercier notre expert Gérard Conan, le directeur général de Agili, pour cette très belle présentation. Il y a suffisamment, beaucoup d'informations. Je ne sais pas si mes dirigeants de PME ont eu le temps de tout noter, mais il y a beaucoup d'informations. Notre expert a passé en revue l'essentiel, en tout cas. Je pense l'essentiel, un peu le panorama de l'ensemble, effectivement, du système de protection contre les cyber-risques. Il nous a montré comment ça se passe et je retiens juste quelques mots. Faites attention aux emails malveillants. Il faut mettre à jour, effectivement, par les antivirus, former le personnel, installer Quad 9. Je pense que c'est un nouveau mot que j'ai appris aujourd'hui. Installer Quad 9 sur les appareils et les routeurs. Sauvegarder régulièrement les différentes données. Et très souvent, les données sauvegardées doivent être hors connexion. Et puis, faire la mise à jour automatique et, bien entendu, contre les ransomware, il faut vraiment pouvoir se protéger. Il y a également, pour la protection des emails, DMARC, qui est également un outil important. Donc, c'est ce que j'ai pu noter, mais je sais que j'ai également raté beaucoup de choses. Il y a ces slides qui résument beaucoup et je pense que nous sommes partis pour une série de questions. Si M. Gérard Conan, notre expert, est disponible, on va prendre certainement une série de questions. Vous pouvez lever la main ou également poser la question dans le chat. Evelyne, si tu as des compléments d'information, tu peux y aller. Oui, monsieur Yoda, merci beaucoup. Nous avons une question dans la rubrique questions-réponses. Bonjour, pouvons-nous avoir le document PowerPoint après? Oui, après, nous allons vous partager les ressources, pas de souci. Donc, nous avons une personne qui a également levé la main. Nadine, d'accord. Je permets à Nadine de parler. Nadine, votre micro est ouvert, vous pouvez poser la question. Nadine? Non, le micro de Nadine est fermé. Je pense qu'il faut l'ouvrir. C'est bon. Allô, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Madame. Oui, je vous remercie encore pour cette présentation. Ma question, c'est au niveau du mot de passe. Vous avez parlé du gestionnaire de mots de passe qui pouvait nous aider à gérer ces différents mots de passe que nous avons pour nos différents comptes. Maintenant, si quelqu'un met la main sur ce gestionnaire de mots de passe, la personne aura donc accès à nos différents comptes. Je me demande si c'est prudent d'utiliser ce gestionnaire de mots de passe. Parce que pour moi, je croyais qu'il fallait juste changer le mot de passe de temps en temps, peut-être tous les ans ou bien tous les semestres.
C'est ça ma question. D'accord. Très bonne question. Mamadou, qu'est-ce qu'on fait? On répond au fur et à mesure ou bien on prend plusieurs questions avant de répondre? Au fur et à mesure. D'accord. OK. Donc, c'est plus simple. Alors, la question est très bonne. Effectivement, il y a peut-être ce risque-là, mais la bonne nouvelle, c'est que la plupart des gestionnaires de mots de passe, je vais mettre quelques noms dans la discussion tout à l'heure, que vous pouvez noter, et sont eux-mêmes protégés par un mot de passe. Et donc, tout ce que vous avez à retenir, c'est le mot de passe pour accéder à votre gestionnaire de mots de passe. Et une fois dedans, vous pouvez maintenant retrouver les mots de passe de vos différentes applications. Pourquoi c'est important? On a dit qu'il fallait utiliser des mots de passe différents pour chaque compte. Aujourd'hui, on a Facebook, on a Twitter, on a le compte de l'entreprise, on peut se retrouver facilement avec 10 comptes sur 10 plateformes différentes. Si les mots de passe doivent être différents, ça va être quasiment impossible de s'en souvenir. Donc, le mot de passe, le gestionnaire de mots de passe est très utile dans ces cas-là. Lui-même est protégé par un mot de passe que vous avez, par contre, l'obligation de retenir. Et les données qui sont stockées dans ce gestionnaire de mot de passe sont cryptées. Donc, celui qui n'a pas le mot de passe ne peut pas y accéder. Et s'il force l'accès, les données peuvent être détruites. Donc, voilà ce que je peux dire sur cette question-là. OK. Merci, monsieur. Merci. Merci, madame. Une autre question, s'il vous plaît. Nous avons monsieur Trésor Béda. Votre micro est ouvert, monsieur Béda. Vous pouvez parler. Bonjour, c'est mademoiselle Béda. Autant pour moi, mademoiselle. Alors, moi, ce n'est pas une question en tant que telle, mais je tenais à remercier le formateur qui a vraiment attiré notre attention sur ces éléments-là parce que en Afrique, nous avons tendance à négliger beaucoup de choses. Donc, je tenais à lui dire merci pour tout ce qu'il a donné comme formation. Merci à vous. Merci, mademoiselle. Nous avons madame Nadine encore qui a la main levée. Nadine, vous avez d'autres éléments à apporter? Vous avez d'autres éléments à apporter, madame? Non, madame, je n'ai plus la main levée. Je n'ai plus d'autres éléments à apporter. Sinon, remercier le formateur pour cette brillante formation. D'accord. Merci beaucoup. Une autre question, s'il vous plaît? Donc, il y a Marius Evelyne qui a dit qu'il veut savoir comment configurer des Mac. D'accord. Je vais lui répondre. Vous pouvez nous laisser votre adresse email. Si vous êtes inscrit, normalement, on a votre adresse email dans la liste des inscriptions. Donc, on va vous envoyer un mail après. Marius Kofi. Donc, Evelyne, tu notes ça, Marius Kofi. D'accord. Nous avons Arthur. Bonjour à tous. Bonjour, monsieur. Bon, ben alors, Arthur Assis, le directeur de la société NS2PO, entreprise spécialisée en communication appliquée. Simplement dit merci pour cette belle initiative et remercier aussi le formateur, cher Gérard, que je suis depuis longtemps. Merci pour ces indications et je pense que c'est des formations, des capsules de formation comme ça qu'il faut faire sur d'autres thèmes parce que c'est vrai que toutes les entreprises sont en train de se digitaliser. On cherche tous à travailler dans des workflows et
à partir de là, faire de la sécurité informatique reste quelque chose de très important. En tout cas, je vous félicite encore et bonne continuation dans cette initiative-là. Et tout à l'heure, je posterai aussi mon adresse email parce qu'il est bien important aussi de savoir comment utiliser le DMARC aussi pour la protection de la messagerie. Merci. Merci, monsieur. Merci, monsieur Assis. Merci beaucoup. Une autre intervention, s'il vous plaît. Une autre intervention. Allô? Oui, madame. Oui, j'aimerais savoir si le logiciel Quad9, c'est ça, peut être installé sur le téléphone. Oui, Quad9 peut être installé sur le téléphone. D'accord. Merci. Quand vous aurez la présentation, il y a ces liens-là. Ici, il y a un lien particulier qui présente une boîte à outils. Et dans cette boîte à outils, vous avez tous les liens pour pouvoir installer Quad9. Et dans tous les cas, on va vous contacter à part pour pouvoir vous aider dans ce sens. D'accord, merci beaucoup. D'accord. Voilà. Une autre intervention. Nous avons d'autres préoccupations que nous allons prendre. Je regarde dans la revue questions-réponses. Pas de questions. Donc, Monsieur Gérard a tout dit, donc ça fait qu'il n'y a pas de questions. d'accord. Donc, monsieur Conan, s'il n'y a plus de questions, je pense que nous allons sursoir. OK. Et bon, en tout cas, merci à tout le monde et faut savoir qu'Agili est également à votre disposition pour vous aider, pour vous accompagner à mettre à niveau votre sécurité, à mettre en pratique toutes ces recommandations. Nous sommes un fournisseur de solutions informatiques et nous aimons travailler avec les PME pour des raisons pas philanthropiques, mais on va dire quoi, c'est une volonté. Parce qu'on se dit que souvent les PME sont mal loties, elles sont mal accompagnées et on veut vraiment corriger cela et on se tient à votre disposition. Quand vous recevrez les mails, vous aurez les détails de moi-même et de l'équipe commerciale dedans et il ne faudra vraiment pas hésiter à nous écrire, à nous contacter pour chacune des questions qui vous intéressent. Merci, M. Conan. M. Yoda? Oui, je voudrais remercier Agili, à travers son CEO Gérard Conan, déjà pour nous associer l'agent Côte d'Ivoire PME à cette initiative. En tout cas, nous sommes très heureux. Déjà, nous saluons ces différentes interventions au niveau du cluster TIC du projet de l'agent Côte d'Ivoire PME. En tout cas, merci à Gérard, merci à Evelyne, à toute l'équipe de Agili. Je pense que il y a tellement d'informations à travers cette présentation que je pense qu'il est possible de revoir, de répliquer également cette présentation. Je pense qu'à travers, on va échanger avec Gérard pour voir s'il faut le faire soit en format présentiel ou autre, avec bien entendu un certain nombre de PME également que nous allons convier. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. On ne peut pas s'arrêter à une simple présentation sur ce sujet. On pourrait effectivement revenir de temps en temps sur cela parce que c'est continu. La protection est continue. Gérard lui-même il a mentionné. C'est une quête permanente, effectivement, d'assurer la sécurité de nos différentes informations. Donc, merci à Agili, merci à Gérard, merci à Evelyne. Nous sommes tous heureux. Je rappelle simplement que la semaine prochaine, nous sommes toujours avec Agili. Cette fois-ci, avec les employés des différentes structures, des différentes PME, pour encore un webinaire également sur les questions effectivement de sécurité. Donc, merci à vous. Nous sommes très heureux, satisfaits. Mon DG vous dit merci. Merci beaucoup. Merci, M. Yoda. Donc, pour conclure, nous allons dire merci à tous les participants qui ont pris de leur temps pour se rejoindre à nous aujourd'hui.
nous allons vous partager à la suite de ce webinaire les différentes informations. Et comme M. Yoda l'a mentionné, la semaine prochaine, nous serons encore ensemble. C'est bien que les dirigeants, les responsables informatiques soient informés de ces choses, mais le maillon final, l'utilisateur final, ce sont nos clients internes, c'est-à-dire nos employés. Donc, si nos responsables sont avisés que les employés ne sont pas avisés, nous allons nous rendre compte qu'il y a une faille. Donc, il est important que ce soit les dirigeants ou les employés, chacun soit avisé et qu'ensemble, nous puissions mener la bataille pour gagner. Nul n'est à l'abri, mais on peut prendre toutes les dispositions pour rester quand même à l'abri. Donc, merci pour votre présence. Merci à tous. Et nous nous disons à la semaine prochaine. Donc, nous allons vous envoyer les mails d'invitation. Ce ne sera pas forcément pour que vous puissiez vous inscrire, vous, cette fois-ci, mais pour que vous relayiez l'information à vos employés et au besoin, vous pourrez nous contacter pour que nous-mêmes nous fassions les inscriptions pour eux. Merci encore. Donc, on se dit à la semaine prochaine. Merci, M. Conan. Merci, M. Yoda. Merci aux participants. Merci, Evelyne. À bientôt. À bientôt.